très belle question. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, comme tu l'as présenté tantôt, je suis la propriétaire de Nadia Beauté. Et ce salon qui magnifie les coiffures africaines. Donc, nous avons notre espace de produits. Donc, je dirais pour vraiment affirmer cette identité noire, nous avons dans notre salon l'espace produits capillaires, vraiment pour bénéficier à notre communauté des produits adéquats pour leurs cheveux. Et nous avons cet espace que je dirais, j'appelle beaucoup plus mon industrie, pour révéler vraiment, faire valoir notre culture à base des coiffures, j'appelle ça de l'art artistique africain. Donc, mon exemple, par exemple, comme je disais tantôt, je me nomme plus trop comme coiffeuse. Je me définis comme étant une créatrice, comme étant je dirais, cette personne-là qui valorise les coiffures, l'identité noire grâce à ses cheveux. Et vraiment, c'est comme ça qu'on fait tous les jours pour montrer à chacun de s'identifier et de respecter son identité à travers les coiffures africaines. Merci beaucoup. Donc, tantôt, comme tu disais, tu es spécialiste dans la coiffure afro. Ça veut dire que c'est un chemin particulier. Alors, pendant ton parcours, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer, non seulement en tant que femme noire, mais en tant que femme noire avec les cheveux afro, comme toi tu l'appelles, afro et métissés? Oui, déjà en tant qu'immigrante, arrivée dans un grand pays d'accueil comme le Canada, en tant qu'immigrante et entrepreneur, on se frotte à beaucoup de difficultés. Moi, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est vraiment le financement. Ah oui, le financement, c'est l'une des difficultés, des défis que j'ai le plus rencontrés. Et je parlerai aussi de vraiment joindre les deux bouts, trouver le juste équilibre entre famille et entreprise. Donc, trouver vraiment, en tant que moi, par exemple, quand je créais mon entreprise, tous mes enfants étaient à bas âge. Donc, si je venais de l'accoucher, donc vous comprenez que joindre l'équilibre famille et entreprise, c'est vraiment pas facile. Aussi, dans le même cadre de la coiffure, de la beauté, le défi que je pourrais aussi relever, ce qui m'a beaucoup souci, qui m'a comme, je dirais, bloqué en tant que dans le processus de ma création d'entreprise, c'est trouver vraiment la main-d'œuvre qualifiée. La main-d'œuvre qualifiée et professionnelle dans ce domaine. Parce qu'il faut se le dire que dans notre pays, l'Afrique, je dirais dans le continent, pardon, les Africains ont tendance pas à valoriser la coiffure. D'après eux, je prends une petite anecdote, quand j'étais petite, mon parent disait non, tu ne vas pas faire la coiffure. La coiffure, c'est pour les démunis, c'est pour les derniers. Je disais toujours, ça c'est ma passion et un jour je vais le réaliser. Et ici au Canada, je l'ai réalisé, cette passion, et j'en suis fière. Donc, je dirais, ça c'est par rapport aux défis, c'est ça, trouver des personnes qui ont vraiment ce potentiel, ce professionnalisme dans le domaine de la coiffure. C'est le plus gros défi que je rencontre aussi ici au Canada. Donc quand ils viennent deux fois, ils vont te dire, moi je suis informaticien, moi je suis ici, mais trouver la bonne personne qui réalise, qui a cette passion de la coiffure, c'était un des grands défis et qui reste toujours des défis pour moi. Et je parlerai aussi de rencontrer, quand je dis le financement, sur le point de trouver du financement, peut-être gouvernementaux, pour pouvoir propulser l'entreprise plus loin. Ça, c'est aussi des défis que je rencontre le plus. Et je parlerai en plus de cela, ce qu'on peut dire, quand je suis en train de voir un peu dans ma difficulté, je parlais de famille, je parlais... Ben, en gros, c'est ça, en tout cas. C'est ça le plus gros défi en général. Merci beaucoup, Naliège. Donc, on comprend que le problème de financement, c'est vraiment un gros problème pour tous et un peu partout. Ma prochaine question, c'est pour Dorothée. Alors, Dorothée, cette année, le thème de cette année parle de l'excellence des personnes noires, du patrimoine à célébrer. Merci.
Alors, parlant de patrimoine à célébrer, c'est-à-dire que les personnes noires font des choses. Comment est-ce que, selon toi, les personnes noires contribuent à développer la société? Je veux dire, chaque jour, je veux dire, tout travailleur contribue à la société, on paye des taxes, on a des impôts, donc s'il y a des routes, c'est aussi grâce à nous. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de réalisations qui sont peut-être pas mises en lumière. Et je pense, une des premières personnes qui me vient en tête, je pense à la docteure Yvette Bonny, qui est la première femme, en fait, la première personne, médecin, à faire une greffe de moelle osseuse ici au Québec. C'est une femme noire et d'origine haïtienne. Et oui, elle a reçu quand même plusieurs prix. Mais une des choses que j'aimerais faire avant la fin de l'année 2024, c'est que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont puisse l'honorer, c'est-à-dire d'avoir soit une statue ou une salle ou un corridor qui porte son nom pour tout ce qu'elle a accompli à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et je peux en parler ainsi, je continue ainsi. On a eu beaucoup de femmes noires qui ont été des premières, mais l'idée c'est pas d'être première en politique, première nageuse, première en classe, mais c'est faire en sorte que ça se poursuive et que finalement ça devienne une normalité. Hein, ça devient pas, faudrait pas que ça soit toujours extraordinaire. Ah ben on a une première femme noire qui est rendue, je sais pas moi, astronaute. Non, faut que ça devienne normal pour que tous les jeunes qui sont ici puissent se voir. Hein? Quand on regarde Nancy Blanchette, ben, faut qu'on se dise, ben moi, plus tard, je vais être mairesse aussi. Il faut qu'on soit en mesure de se voir un peu partout. Donc, c'est pour ça que la représentation est importante. Et moi, je le dis encore une fois, faut pas rester sous l'ombre. Des fois, les gens vont peut-être pas nous donner cette place-là à briller. Moi, on vous a présenté comme Dorothée derrière comme entrepreneur social, mais un chapeau que vous savez pas que j'ai, c'est que je suis... Moi, je n'aime pas dire un chapeau, j'aime dire une coiffure parce que, en tant que femme noire, chaque semaine, j'ai une tête différente. Moi, j'ai été humoriste. J'ai mis ma carrière de côté. Puis je suis fière de le dire. Je suis la première humoriste noire francophone au Québec et au Canada. Puis applaudissez. À un moment donné, il faut pas avoir peur. T'sais, nous, on s'appelle audace au féminin parce qu'on a de l'audace. On est audacieuse. Il faut oser. Il faut prendre sa place. Il faut prendre la parole. Il faut être capable de dire oui. Il faut être capable de dire non. Il faut être capable de confronter, toujours dans le respect, de débattre, mais faire entendre sa voix. Parce que si on ne le fait pas, on ne va jamais nous donner cette place-là. Donc, on le dit encore une fois, si on ne vous donne pas une chaise, créez votre propre chaise et amenez-vous à la table de décision. Mais ça, tout le monde peut le faire et à tout âge. Moi, j'ai envie de vous, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, lorsque mon fils était au primaire et actuellement il a 18 ans, donc il allait dans une école privée et, tu sais, quand il y a des fêtes, la fête Saint-Patrick, donc les jeunes mettaient du vert. Quand c'est la fête, le Nouvel An chinois, mais c'était la journée couleur. Donc la journée couleur, ça veut dire, dans l'école privée, on ne porte pas l'uniforme. Et chaque année aussi, on célébrait le mois de l'histoire des Noirs, mais mon fils m'a dit, quand il était au primaire, il me dit, comment ça fait qu'il n'y a pas une journée couleur pour le mois de l'histoire? Je dis, oh, c'est bien ça. Hein? Comme on dit, le fruit ne tombe pas trop loin de l'arbre. J'ai dit, ben écoute mon chéri, eh ben, va en parler avec tes profs. Après ça, si ça ne marche pas, fais une pétition. Puis si ça ne marche pas avec la pétition, là, maman va rentrer à l'école, puis on va parler avec la direction. Mais j'ai même pas eu le temps de faire tout ça. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, si dans cette école privée, il y a une journée de couleur durant le mois de l'histoire des Noirs, c'est parce que mon fils a osé demander et depuis, c'est instauré dans l'école. Alors, on n'a pas besoin d'être un acteur de changement, non. On peut tous y apporter notre pierre à l'édifice, puis c'est ce que j'encourage tout le monde de faire. C'est vrai que tu as un peu répondu à la prochaine question qui t'était destinée en parlant de
je voulais parler de la construction. Comment construire ce patrimoine qui est à construire. C'est une phrase qui est dans le thème du mois de l'histoire de Noir pour cette année. Tu as parlé, tu as pris un peu de l'avance et puis tu as parlé de ce qu'il faut faire. Moi, je voulais te demander quelle est ta vision de cette construction qu'on doit faire. Est-ce que tu as ajouté quelque chose? Ben, c'est sûr que il n'y a pas si longtemps, je pense pour le mois de l'histoire des Noirs, l'Ontario a décidé d'instaurer ou bien d'inscrire dans l'agenda des écoles primaires et secondaires l'histoire des Noirs pour que ça soit enseigné à l'école. Donc moi, mon souhait serait que l'histoire des Noirs soit aussi apprise ici au Québec, dans les écoles. Puis quand je parle de l'histoire des Noirs, mais c'est aussi la même chose pour l'histoire des Autochtones. Parce que moi, je connais simplement les Iroquois et les Hurons, mais après ça, je ne connais pas le peuple des Premières Nations. Donc, toutes ces histoires de gens qui ont contribué au Québec et au Canada, mais il faut qu'elles soient enseignées. Donc, moi, j'aimerais ça que ça commence à l'école. Puis je pense qu'on a toute cette responsabilité en tant que parents, surtout si on est parents, mais même aussi en tant que frères et sœurs, d'enseigner les plus jeunes. Moi, je suis la tante qui est la plus plate parce que je donne toujours des livres comme cadeau. Donc aujourd'hui, une de mes nièces qui a quoi, 21, 22 ans, elle me remercie parce qu'elle me dit c'est grâce à toi, je connais un tel, un tel, un tel. Donc, même si les enfants n'apprécient pas, mais on a ce devoir aussi de leur enseigner et leur dire comme ça, mais écoutez, nous aussi on a contribué à cette histoire qui est aussi la vôtre. Merci beaucoup. Madame Kandola, on aimerait avoir votre avis également sur comment est-ce que vous pensez que les communautés noires contribuent au développement social et économique de la communauté. Pas au niveau de la vision. Et aussi la vision, comment est-ce que vous voyez cette vision de cet avenir à construire? Ok. Ben, c'est ça, la contribution des communautés noires, c'est à tous les jours, c'est à tous les niveaux, à tous les secteurs. Je pense au niveau politique, au niveau économique, au niveau de l'éducation, au niveau juridique. Je pense que les communautés noires contribuent. Tu sais, on pourrait citer des noms, mais il y en a, que ce soit des femmes, comme disait Dorothée, il y a les premiers, mais même parmi les gens actuels, des jeunes, des plus vieux, il y a des gens qui font des choses, tu sais, rien qu'à regarder dans le domaine de la santé, on contribue énormément. Tu sais, le personnel de première ligne surtout, c'est qui? Ce sont les femmes noires, la majorité. Ça, c'est une grande contribution. Les femmes noires, c'est nous qui allons porter, tu sais, tous les vieux, toutes les personnes âgées. Donc, c'est vraiment une contribution extraordinaire. On l'a vu lors de la COVID. Et oui, un bravo pour ces femmes-là, ces communautés noires qui ont vraiment, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur cœur, qui donnent vraiment du temps pour le système de santé. Il y a les festivals aussi. Tiens, on a des grands festivals, Nuit d'Afrique, Afro-Monde, le Salon de la Femme Noire. Donc, on contribue, on est là, on est présent, municipal. Aux dernières élections, il y a eu comme une vague, là, beaucoup de femmes noires, afro-descendants, femmes africaines d'immigration récente qui ont été élues comme mairesse, présidente du conseil de ville. On contribue en éducation, on est là, puis, mais il faut qu'on soit plus visible, il faut qu'on parle de nous. Moi, surtout les travailleurs de l'ombre, il faut vraiment parler d'elles, parler d'eux. Ils font un travail extraordinaire, il faut avoir de l'audace. Souvent, on fait des choses, mais on ne veut pas, on est dans notre monde, dans notre petit espace, travail, boulot, maison. Mais je pense que ça prend des organisations comme ça ou d'autres personnes de la communauté pour montrer justement l'apport de ces communautés. On contribue beaucoup et c'est quelque chose qui est bien à ce niveau-là. Et concernant de l'avenir, je vais encore prendre un peu les mots de Dorothée, l'audace. Je pense que c'est vraiment l'audace. Si on veut avoir notre place, ça va prendre de l'audace.
il faut oser, que ce soit pour une promotion, que ce soit pour un emploi auquel ils ne pensaient pas. Même en affaires, ça prend de l'audace. Des fois, on hésite, oui, il y a des banquiers qui sont réticents et tout, mais il faut avoir de l'audace et croire en soi. Il faut que nos communautés, on aille vers la conquête d'un rôle économique dans ce pays, à travers des groupes de pression. Il faut valoriser nos forces, nos talents. Il faut mettre en œuvre ce que moi j'appelle une solidarité interne au sein de nos communautés. Une solidarité interne au sein de... C'est très, très, très important. Et contribuer aussi à la création de la richesse, parce que quand on est une force économique, on a un poids économique, le politique nous écoute aussi davantage. Si on est toujours là à demander, donnez-nous, aidez-nous, on n'est pas très important. Mais quand on va avoir nos entrepreneurs, moi j'attends les PME, les PME, les grandes entreprises afro, à ce moment-là, on va commencer à nous écouter. C'est très, très, très important. Donc, aussi, une jeunesse consciente. Une jeunesse consciente, Dorothy en a parlé un peu, une jeunesse consciente de ses responsabilités. Nous, on est là, on partage l'histoire, on partage ce que nous sommes aujourd'hui, mais que les jeunes nous écoutent parce que c'est eux la relève. Donc, on a besoin d'une jeunesse consciente pour construire, bâtir cet avenir. Oui. Merci beaucoup. Très instructif. Merci. Quand vous avez parlé des municipalités, de la contribution des Noirs au niveau de la politique, dans les municipalités, on voit les femmes noires ou bien les personnes noires qui émergent. Donc, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez que les municipalités peuvent faire à leur niveau pour favoriser la construction de cet avenir? À moi? Oui. J'avais pris une note. Pour les municipalités, moi j'ai aimé Ville-la-Salle, j'ai aimé Ville-la-Salle quand je travaille à Verdun, mais je passe souvent par Ville-la-Salle pour m'en aller chez nous. Puis effectivement, je vois des grandes pancartes, moi de l'histoire des Noirs. Je dis, je vais aller en parler à ma mairesse, je vais aller en parler à Verdun pour les autres années. Tu sais, ce sont des choses comme ça. Il faut que les municipalités s'impliquent, soulignent de façon significative la présence des Noirs à travers des expositions, des journées d'histoire dans les bibliothèques. Et vraiment, il faut que l'arrondissement s'implique. Et aussi, je ne sais pas la situation de Ville-la-Salle, mais de façon générale, davantage de représentativité au sein des municipalités aussi, dans des postes de gestion et tout, ce serait aussi quelque chose de très intéressant. Parce que les décisions, c'est en haut. Voilà. Merci beaucoup. Quelle est la vie de Dorothy là-dessus? On veut l'entendre. Henriette a tout dit. Mais aussi, surtout, il ne faut pas s'arrêter au mois de l'histoire des Noirs. Il y a 12 mois. Donc, c'est le fun aussi de nous impliquer à des activités. Et comme je dis souvent, on n'est pas là juste pour parler de diversité. On peut parler de technologie, on peut parler d'intelligence artificielle, on peut s'impliquer au niveau de questions environnementales. Donc, c'est vraiment ça. Puis, faire l'effort aussi d'approcher ces communautés. Tu sais, des fois, on nous dit, on ne vous voit pas, on ne sait pas ce que vous êtes. Alors, on est là. Donc, il faut venir nous voir, il faut venir frapper à nos portes. Sinon, ben, vous aussi, vous qui êtes dans l'assistance, ben, allez les voir. Dites-leur comme ça que vous voulez faire du bénévolat. Puis, sincèrement, là, moi, aujourd'hui, le réseau que j'ai, c'est grâce à mes implications volontaires, bénévoles, que j'ai fait durant tout mon parcours. Et ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires. Donc, ça prend cette implication-là. Et c'est comme ça aussi que vous allez vous découvrir certains talents ou une idée va vous venir en tête. Mais impliquez-vous aussi si on ne vient pas vous chercher. Merci beaucoup. Ça prend de l'audace. Donc, on s'implique si on ne vient pas nous chercher. Et il y a un problème qui dit chez nous que si tu ne vas pas, si Mahomet ne va pas à la montagne viendra à Mahomet. Madame Tsagué, donc je veux vous demander comment est-ce que vous voyez la construction de cet avenir. Quel est votre avis là-dessus? Comme mes prédécesseurs, Madame Henriette et Dorothy l'a dit tantôt, vraiment, c'est l'implication.
c'est l'audace. C'est déjà apprécier ce que les autres ont fait, puis parfois aussi s'inspirer et donner sa touche d'originalité, puis faire quelque chose de beau. Moi, par exemple, je reste toujours dans la beauté, hein, parce que c'est mon domaine, dans la coiffure. Nous avons, comme pour vraiment impliquer, pour nous montrer montrer notre trace qu'on existe là, nous avons créé des événements, par exemple. On a fait des événements de défilés de coiffure pour valoriser la coiffure africaine. Et d'ailleurs, ça a été un réel succès. Le monde en demande encore. Et déjà, même quand on travaille au salon de coiffure, la coiffure africaine n'est pas seulement une affaire des Africains, non, des cheveux afro. Non, parce qu'on a aussi une clientèle qui est caucasienne, oui, bien sûr, à qui on fait des belles tresses africaines. Et des fois, on a souvent des petits papis qui restent devant nos fenêtres, puis ils regardent, ils sont passionnés. Ils sont passionnés par l'art. J'appelle ça de l'art capillaire. Donc, comme je disais tantôt, moi, je ne me résume pas juste comme une coiffeuse. Moi, je suis créatrice. Je suis une artiste, justement, une artiste, et c'est ça qu'on devrait mettre en exergue. Donc, et en parlant d'événements, on a aussi un groupe de mannequins qui osent défiler dans des événements et présenter la beauté de leurs cheveux afro. Et on a aussi des cheveux caucasiens qui font des tresses et qui le présentent lors des événements. Donc ça aussi, c'est une implication forte qu'il faut faire. Il ne faut pas juste se dire, garder son potentiel dans ses armoires et dire, comment on ne va pas te connaître si tu restes dans tes armoires? Il faut juste oser, il faut aller vers le monde, présenter ton savoir. Donc, et en passant comme ça, je vous invite justement à l'événement qui s'en vient le 24 août prochain pour vraiment mettre encore plus haut la barre de notre événement, de notre défilé de coiffure majestueux des coiffures africaines. Donc voilà un peu une implication comme ça. Il faut pas oser, il ne faut pas rester tout dans son placard. C'est vrai qu'on se dit souvent qu'on est migrant, on cherche le chemin, mais il faut aller vers les autres. Il ne faut pas juste rester dans des quatre murs. Il faut chercher en sortant, en innovant, en créant. Donc c'est ça, je pense qu'un peu, on peut parler de s'impliquer. Merci beaucoup Nadège. Merci beaucoup mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. On est arrivé au terme de notre discussion. Ça a été très enrichissant et je suis certaine que beaucoup vont partir ici avec des leçons apprises et avec plus d'audace.